Indiscutablement, Le Mans 2005 est mon grand regret. Tel est le sentiment d'Henri Pescarolo après l'une des éditions les plus passionnantes des années 2000. Lorsque David affrontait Goliath, lorsque Pescarolo affrontait Audi. Aujourd'hui, avec le Dormeur du Val, on revient sur la 73e édition des 24 heures du Mans. Bonne vidéo. Avant de commencer la vidéo, j'ai envie de vous parler d'un truc. De boisson. Oui, parce que boire, c'est bien et j'ai justement une marque à vous recommander. Oli, mes partenaires. Oli, ce sont des produits made in Berlin que je vous recommande depuis plus d'un an maintenant. Si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit de boissons en poudre que vous diluez. Très important de diluer parce que sinon vous allez galérer, croyez-moi. Oli vous propose de multiples avantages en plus d'avoir 3 gammes de produits riches en saveurs où vous n'avez que l'embarras du choix. Et souvent, il y a de nouveaux produits et ce mois-ci, je vous invite à tester les nouvelles saveurs. À savoir le crabe, le perroquet et le dauphin. Mais sinon, je ne peux que vous conseiller les packs découvertes, énergie, iced tea ou hydration, pour faire votre propre avis. Vous trouverez en description un lien qui vous redirige vers Oli et je vous invite à vous servir des 2 liens. Le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, ça me permet de travailler plus sereinement sur des projets comme celui-ci, l'échec de Pescarolo en 2005. Bonne vidéo. 2005, c'est l'année où Pescarolo Sport aurait dû gagner Le Mans. Plus rapide, les voitures de l'écurie française dirigées par l'homme aux 33 participations au Mans avaient tous les arguments pour décrocher le Graal de la classique sartoise. Hélas, des erreurs et une bonne dose de malchance ont eu raison des espoirs de l'équipe. Il est difficile de résumer la carrière d'une légende comme Pescarolo en quelques lignes, mais on va essayer de le faire. Suivant la voie de son père, médecin, il tombe dans l'univers de la course automobile lorsque son ascendant s'inscrit dans un rallye amateur. S'ensuit un cursus tout à fait classique pour l'époque, à savoir école de pilotage, sur le circuit de Montlhéry en l'occurrence, puis ses premières courses. Au milieu des années 60, Henri Pescarolo est recruté par Matra, chez qui il va devenir une figure importante. Il évolue entre monoplace en F3 et endurance où il dispute ses premières 24 heures du Mans en 1966. Henri se révèle en 67 en décrochant le titre de F3 et en 68 dans la Sarthe, le Parisien fait parler sa détermination et sa ténacité en pilotant sa Matra MS 630 sous la pluie, de nuit, sans essuie-glace et qu'il parvient à remonter jusqu'à la 2e place avant de cruellement abandonner dans les dernières heures. Vainqueur moral de l'édition 68, Henri devient l'un des héros du public. Pescarolo voue un amour sincère à cette épreuve, mais il faut dire que cette dernière ne lui a pas toujours rendu. En 1969, durant des essais sur une ligne droite des Hunaudières privatisées, Henri échappe par miracle à la mort lorsque sa Matra s'envole et s'écrase à pleine vitesse. Absent de la course, il reviendra en 70 sans interruption jusqu'à 99. En parallèle, Henri a une carrière en Formule 1, mais celle-ci fut bien plus discrète, principalement à cause des voitures qu'il avait entre les mains. Peu performantes. Malgré tout, Pescarolo en F1, c'est 56 Grands Prix et un podium avec une 3e place à Monaco en 70. Bref, c'est donc en endurance et au Mans que Pescarolo va bâtir sa légende. À partir de 72, Matra et Pescarolo prennent les commandes. Dans l'Armada bleue, les voitures pilotées par Henri se distinguent. Accompagné de Graham Hill en 72, puis de Gérard Larousse les 2 années suivantes, Pescarolo remporte 3 fois de suite la classique Mansell. Préférant toujours la sécurité à la performance pure, si j'ose dire. Car pour gagner Le Mans, il faut prendre grand soin de la voiture, et ça, Henri l'avait bien compris. Après Matra, qui s'est donc retiré, Henri va passer d'un constructeur à l'autre. Chez Ligier en 75, il passe chez Inaltera en 76 où il décroche d'ailleurs une victoire de classe. Avant de passer chez Porsche, où il fait notamment équipe avec un certain Jackie X. Malheureusement, bien que performant, cet équipage de choc ne partagera jamais la victoire. Bref, après quelques déconvenues chez Porsche, il revient chez Inaltera en 79 qui est entre-temps devenu Rondo, et il frôle l'exploit en 80. Chez le constructeur Manso, les abandons s'enchaînent, mais Henri conserve une bonne cote, ce qui lui permet de revenir chez Porsche avec le team Yost en 84. Avec la 956 Newman en compagnie de Klaus Ludwig, vainqueur en 79, Pescarolo décroche une 4e et dernière victoire dans la Sarthe. L'autre analyse, c'est que les courses d'endurance prennent un rythme qui se rapproche de plus en plus des courses de vitesse et c'est d'autant plus intéressant pour les spectateurs.
c'est qu'il y a vraiment une bagarre pendant 24 heures, les positions sont jamais acquises et ça rend les courses très intéressantes, et pour le public et pour nous. Avec le constructeur de Stuttgart, Henry garnit son palmarès qui porte à 22 victoires en championnat du monde de voitures de sport, l'un des pilotes les plus capés de la discipline. Notons également une victoire aux 24 heures de Daytona en 91 avec Bob Volek, son dernier grand succès en tant que pilote. Après Porsche, Henry est passé chez Lancia puis chez Sauber avant de revenir à Stuttgart. La qualité de ses employeurs témoigne de l'importance du pilote français dans le milieu. Âgé de plus de 50 ans, Henry ne décroche pas et continue de piloter. Dans les années 90, il roule pour Yves Courage et en 96, il hérite de la filière Elf. Ainsi, il fait débuter des jeunes à ses côtés lors des 24 heures du Mans comme Emmanuel Collard ou Franck Montagny pour ne citer qu'eux. Et en 99, il dispute ses 33e et dernières 24 heures du Mans, un record de participation. Au fil des années, Henry est devenu un personnage central du monde de la course et de l'endurance. Pas sa langue dans sa poche, il se fera entendre sur plusieurs sujets polémiques, bien souvent à raison. Comme par exemple le Sport 3 Litre 5 dont nous avons déjà parlé sur la chaîne. C'était un bref rappel de la carrière d'Henri Pescarolo, une carrière vraiment très riche et promis, je referai une vidéo sur la légende française. Et après son passage derrière le volant, Henri poursuit avec son équipe. Après sa dernière participation en tant que pilote en 1999, Henry fonde Pescarolo Sport. Sur une suggestion de son ami journaliste François Granet, l'homme aux 4 victoires au Mans décide de se lancer dans l'aventure en tant que patron d'équipe. Mais le Français ne veut pas faire de la figuration. En 98 et 99, le plateau est très fourni en constructeurs officiels et la victoire d'un team privé est totalement inenvisageable. Mais dès 2000, Audi se retrouve un petit peu seul. Bien que l'équipe allemande soit quasi intouchable, il y a bien plus de place sur le podium que lors des années précédentes. Enfin, il y en a toujours 3, mais c'est manière de dire que c'est plus facile d'y accéder, parce qu'il y a moins de monde. Bref, l'équipe privée française achète un châssis Courage C32 et y greffe un moteur Peugeot A32. Ce bloc de 3 litres 2 est celui de la Peugeot 907 auquel on greffe 2 turbos pour atteindre 550 chevaux. Pescarolo voulait s'associer pleinement à Yves Courage, mais suite à un désaccord issu d'un de ses ingénieurs, Henry décide de construire entièrement ses châssis. L'équipage est composé de pilotes français rapides et talentueux. Olivier Grouillard, Sébastien Bourdet et Emmanuel Cléricault. Si le niveau de performance est largement inférieur aux Audi officiels, l'équipe française fait preuve d'une belle régularité qui lui permet de décrocher une belle 4e place en 2000. En 2001, une autre légende, l'ingénieur français André de Cortanze et Claude Galopin rejoignent l'équipe française respectivement en tant que consultant technique et ingénieur en chef. La base est toujours un châssis Courage, mais de nombreuses modifications sont effectuées sur le châssis et l'aérodynamique. L'équipe engage désormais 2 voitures. Mais malgré ces progrès techniques, les résultats au Mans sont compliqués après 2000. En revanche, l'équipe française engrange de l'expérience et des victoires dans le championnat FIA de voitures de sport, notamment face à des Ferrari 333 SP ou des Dômes S101. Sur les éditions 2001, 2002 et 2003, toujours avec le moteur Peugeot, l'équipe n'obtient pas mieux qu'une 8e place en 2003 à 21 tours de la Bentley Victorious. Alors, lassé par ses résultats après une prometteuse édition 2000, Henry décide de changer son fusil d'épaule. Il décide de remplacer son moteur Peugeot, pas toujours très puissant et pas toujours très fiable, par un moteur V10 Judd GV5 5 litres. Moteur plus puissant, allant jusqu'à 600 chevaux, et dont le son a marqué le public. Au fil des années, l'auto a beaucoup évolué dans son dessin. Si on regarde bien, la Pescarolo a quelques traits en commun avec la Toyota GT1, notamment au niveau de la face avant et de l'ensemble capot-aileron arrière. Évidemment, ce n'est pas un hasard, André de Cortanze est passé par là. D'ailleurs, en 2004, la voiture ne s'appelle plus Courage C60, mais Pescarolo C60. Cette année-là, l'équipe termine à une nouvelle 4e place, première équipe privée, et première derrière les 3 Audi de tête. En 2005, la réglementation technique évolue pour raison de sécurité après les envols suivants. Une Porsche 911 GT1 en 98 à Road Atlanta, des Mercedes CLR en 99 et d'une BMW V12 LMR en 2000, encore à Road Atlanta, après le sommet de la Bosse qui suit la chicane. Au fil des années, la FIA et l'ACO cherchent des solutions pour éviter ces terrifiants accidents. Avant la journée test de 2001, Michele Alboreto est tragiquement décédé au volant d'une Audi R18 qui s'était aussi envolée après une crevaison sur le Lausitzring en Allemagne à près de 320 km/h. Un accident horrible qui a poussé l'ensemble des acteurs des sports prototypes à remettre encore plus la sécurité sur le devant de la scène.
En 2005 donc, la CO propose deux options aux concurrents du LMP1. Soit ils conservent leur ancienne voiture mais cette dernière est alourdie et bridée, soit ils conçoivent une nouvelle voiture avec la nouvelle réglementation et ils peuvent conserver toute la puissance moteur avec également un châssis adapté. Ce qui veut dire une garde au sol plus élevée, un sabot derrière les roues arrière et un fond plat générant moins d'appui. Pescarolo, Courage et Dôme choisissent la deuxième option, ce qui représente un surcoût conséquent pour ces petites équipes privées. Audi, qui a concentré ses finances sur le développement de la nouvelle Audi R10 TDI pour 2006, choisit de ne pas mettre à jour sa R8. Les autres équipes privées comme Zytec, Roll Center Racing, Lola ou Racing for Holland font le même choix. Pescarolo Sport s'annonce alors comme le favori de cette édition 2005. Rappel, à ce moment-là, la dernière victoire française remonte à Peugeot avec la 905 en 93. Mais parlons de l'événement majeur de l'édition de 2005. L'attraction de l'édition de 2005, en plus d'avoir une écurie française en capacité de jouer la victoire, c'est l'arrivée du champion du monde des rallyes 2004, Sébastien Loeb. Henri Pescarolo veut gagner le Mans. Les coups de pub et le marketing, il n'y en a rien à faire. Si la venue du champion du monde des rallyes constitue forcément un engouement énorme autour de l'équipe française, Pescarolo considère que la venue de l'Alsacien est un atout de plus au sein de l'équipe pour décrocher le Graal. Après des essais en 2004, Sébastien accepte avec entrain la proposition pour 2005 et se dit honoré de l'invitation du grand patron français. Il y a de quoi. Sébastien Loeb va donc suivre un programme complet d'entraînement et d'adaptation à la voiture et à l'équipe. Une toute nouvelle façon de travailler et une voiture qui n'a rien en commun avec ce qu'il a pu connaître jusqu'alors. Avec par exemple la boîte de vitesse semi-automatique à palette, toute nouvelle aussi pour lui. Mais il y a aussi la charge aéro, la puissance qui se transmet différemment au sol, la compréhension et la gestion des pneus et même plus simplement la philosophie du circuit. Ou alors, le vitesse de passage en courbe. Oui, le rallye et le circuit, c'est de la course automobile, mais c'est quand même bien différent, un langage différent et des codes différents. Le pilote Citroën roulera donc au Castellet et à Manicourt. Pour appréhender le circuit de la Sarthe, le pilote français se rodera sur Gran Turismo 4 sur PlayStation 2. Sur ce jeu, le circuit du Mans est pour l'époque déjà très bien modélisé. Le pilote français s'entraîne même à reconnaître le circuit dans l'avion qui le mène au circuit du Mans lors de la journée test alors qu'il vient de remporter le rallye de Turquie. Bref, l'arrivée du champion du monde des rallyes 2004 est un événement pour Pescarolo et pour les 24 heures du Mans. Mais Loeb n'est pas la seule tête d'affiche de Pescarolo Sport. Effectivement, l'Alsacien est épaulé sur la numéro 17 par Eric Hellary et Sorel Ayari. Eric Hellary, c'est plus de 10 ans d'expérience aux 24 heures du Mans, avec même une victoire de sa première participation en 93 avec Peugeot. En 95, il retrouve le podium avec la Courage C34, première LMP de l'épreuve après un bras de fer face au McLaren GT1. Hellary, c'est aussi un personnage chez Toyota à l'époque du GT1, donc conduire de telles autos, il sait faire. Et travailler avec André de Cortans aussi. Sorel Ayari, c'est aussi un grand nom du sport auto tricolore dans les années 2000. Après un passage en monoplace où il remporte même le Grand Prix de Macao 97, il passe en F3000 avant de rejoindre les rangs de Super Tourisme au début des années 2000. Il y remporte 2 titres de champion de France en 2002 et 2004 sur Peugeot et roule déjà pour Pescarolo Sport dans cette catégorie, mais également en endurance où il remporte en 2003 l'épreuve de Nogaro avec Franck Lagorce. Au Mans depuis 97 avec Viper puis avec Henry, il compte une belle expérience de la course. On en reparlera d'Ayari. La numéro 16 est quant à elle pilotée par Jean-Christophe Bouillon, Eric Comas et Emmanuel Collard. Là aussi un sacré équipage. Jean-Christophe Bouillon, dit Jules Bouillon, c'est un passage en Formule 1 chez Sauber après avoir été essayeur chez Williams. Grand espoir qui méritait peut-être mieux dans la catégorie reine, Bouillon inscrira un total de 3 points dans une époque où seul le top 6 était rémunérateur. Après la F1, il passe en tourisme et notamment en BTCC, avant de débarquer en endurance en 2000 et devenir un pilote central de Pescarolo Sport. Eric Comas, c'est aussi un passage en Formule 1 dans les années 90. Après s'être battu contre Jean Alesi en 89 pour le titre de F3000, le Dromois est arrivé chez Ligier. Malheureusement, les voitures ne sont pas compétitives, mais en 1992, il décroche ses premiers points. En 93, il s'en va chez Larousse, mais l'écurie de Gérard est en difficulté. Fin 94, cette équipe déserte la grille des Grands Prix et Comas ne trouve pas de baquet ailleurs. Alors, Eric s'en va au Japon, il retrouve le chemin des succès en Super GT avec 2 titres de champion en 98 et 99 sur Nissan. C'est pas mal du tout. Très populaire au Japon, il sera d'une aide précieuse pour les Romain Dumas, Loïc Duval ou Benoît Tréluyer. Et en 2004, il rejoint donc Pescarolo Sport. Enfin, Emmanuel Collard, c'est l'un des plus grands talents français des années 90. Proche d'une arrivée chez Tyrrell ou Prost Grand Prix, les portes des Grands Prix ne s'ouvriront jamais. Essayeur chez Alain et Ken, mais aussi chez Benetton ou Williams. Donc un bagage intéressant qu'il amène avec lui en endurance où il devient l'un des pilotes les plus prisés. Champion de FIA prototype en 98 et 99 avec Ferrari, Emmanuel représente également Toyota à l'époque de la GT1. Après un passage chez Jean-Paul Driot et son écurie Dams,
il rejoint Henri Pescarolo en 2004. Nous avons donc 6 pilotes de choix chez Henri et 2 équipages pour le moins solides. Durant les nombreux essais privés, les retours sont très bons et nourrissent beaucoup d'espoir. Cette tendance se confirme dès les premiers roulages sur le circuit de la Sarthe. On pose la voiture par terre et c'est juste un missile. Et je dis à Seb et à Lob et puis à Soleil, les gars, si on fait juste notre boulot, on gagne, c'est sûr. À côté, comme on l'a dit, l'Audi R8 introduite en 2000 n'a pas adopté la nouvelle réglementation. De plus, depuis 2003, ce ne sont plus des engagements totalement officiels de la part du constructeur d'Ingolstadt. Victoire avec le Team Ineos de 2000 à 2002, la marque Ozzano a apporté son soutien à Bentley en 2003, constructeur du même groupe. Dès lors, les R8 étaient engagés par des équipes privées ou semi-privées. En 2004, c'est le Japan Team Go qui s'est imposé avec Tom Christensen, Dindo Capello et Seiji Hara. En 2005, l'équipe qui représente les ambitions d'Audi, c'est l'ADT Champion Racing qui engage 2 voitures. Le tout avec des équipages non moins solides que Pescarolo. Bila Pyromachnich sur la numéro 2 et Christensen Leto Werner sur la numéro 3. Notons également l'engagement d'une même Audi R8 par Hugues de Schonack et son Team Eureka. Il s'agit de la numéro 4 de Montagny Gounon Ortelli. Mais Audi n'est pas favori. En revanche, c'est un adversaire dont il serait dangereux de sous-estimer. Dès la première journée, les Pescarolo sont les plus rapides. Les 2 autos sont largement devant les Audi R8 vieillissantes. Les voitures vertes, blanches et bleues sont faciles, et le public est acquis à la cause du quadruple vainqueur de l'épreuve. Et ce sera le même scénario en qualification. La pole sera réalisée en 3.34 715 sur la 16 par Emmanuel Collard, suivi de la 17. Happy for all the team because we work very hard to get this result. So it's we are very optimistic for the race now. We have both cars on the first grid, so it's perfect. Occuper la première ligne était un gros objectif donné par Henri Pescarolo qui voulait à tout prix éviter les problèmes au premier virage. Mais il y a cependant quelques alertes chez les Français. En effet, la boîte de vitesse X-Track a pour le moment manqué des signes d'inconstance, voire de fragilité. Un problème que Pescarolo souligne depuis plusieurs semaines. Les Anglais de chez X-Track prennent les signalements de Pescarolo un petit peu à la légère. Et ils n'apportent pas de modifications majeures sur la boîte en vue du Mans. Et on va voir que ça, ainsi que d'autres problèmes vont émerger. Nos commentateurs internationaux qui nous ont aussi rejoints, par respect pour le public qui n'est pas... En cette édition 2005, la chaleur est écrasante. Il fait près de 40 degrés à l'ombre. Dans les campings, on se balance des seaux d'eau pour se rafraîchir. Les conditions sont donc extrêmes et les pilotes verront leur organisme mis à rude épreuve. Près de 70 degrés dans les GT. Ce qui poussera par ailleurs la CO à demander de mettre au point des systèmes de climatisation pour les autos fermées dès 2006. Le départ des 24 heures du Mans 2005 est donc donné, et dès le début, les Pescarolo, pilotés par Bouillon et Ayari, impriment le rythme. 3 à 4 secondes plus rapide que la concurrence et elle s'échappe. Les 2 Audi semi-officiels ne peuvent pas suivre, de même que la Dome numéro 5 qui a pris pourtant un départ canon. La première 1 reste stable, les arrêts au stand se passent bien, et les Pescarolo déroulent. La 16 devant la 17. Derrière, Pirot s'accroche sur l'Audi numéro 2. Tout va bien en ce début de course, mais le vent va vite tourner pour les voitures françaises. Dès 17h45, la Pescarolo numéro 17 pilotée par Soy Ayari tente de dépasser une Panos GT2. Le pilote français tape l'américaine à l'arrière droit, un contact qui a de lourdes conséquences car la direction et la suspension sont endommagées. La 17 doit rentrer dans son box pour réparation. Le pilote français, et on parle sous le contrôle d'Henri Pescarolo, a pu être un peu troublé par l'engouement médiatique autour de Sébastien Loeb qui constituait son équipage. Par conséquent, il a pu faire preuve d'une certaine nervosité. Cette manœuvre l'illustre clairement, c'est une faute de pilotage.
Même si la Panose a laissé dans un premier temps l'espace puis s'est rabattu, tenter ce dépassement à ce moment de la course alors que les deux Pescarolo sont nettement plus rapides que la concurrence, c'est une grave erreur. Résultat des courses, 4 minutes de perdu et malgré un remplacement de la fusée de direction avant, le volant ne sera plus aligné droit pour le restant de l'épreuve, ce qui peut occasionner un comportement instable sur la voiture lors des phases de freinage. Gentiment, je vois ce qu'il m'avait dit, et les drapeaux bleus partout, et le mec il braque comme un salaud sur moi, et moi je suis sur les freins, je peux pas éviter quoi. 18h30, c'est la numéro 16, pilotée par Eric Comas, qui est touché par des problèmes de boîte de vitesse. L'épée de Damoclès que craignait Henri Pescarolo est bien tombée. L'auto est relâchée une première fois après une courte intervention, mais ça ne suffira pas. Henri reconnaîtra lui-même que l'équipe avait décidé de ressortir la voiture trop vite. Si le problème avait été résolu de suite, le scénario aurait peut-être été différent au moment de faire les comptes en fin de course. Au final, il faut changer l'arbre primaire de la boîte. Coût de l'opération, 6 tours. Déjà, les espoirs de victoire en prennent un sacré coup. Surtout face à Audi et sa machine bien huilée. Mais ce n'est pas encore perdu, surtout que la numéro 2 connaît des problèmes. Les Pescarolo ont du rythme. Malheureusement, les déboires continuent. Quelques minutes après, la 17, pilotée par Eric Hellary, est victime d'une crevaison. Comme souvent sur ces prototypes, une crevaison occasionne d'autres dégâts. En plus de regagner les stands au ralenti, il faut changer l'extracteur arrière. Encore du temps de perdu. Résultat, en début de soirée, la 17 est à 3 tours et la 16 à 6 tours. Après 6 heures de course, il n'y a plus de Pescarolo dans le top 5. Heureusement, les choses se calment un peu pour Pescarolo et le début de nuit se passe bien avec deux autos qui roulent vite et qui remontent. Au soleil couchant, Sébastien Loeb prend même son premier relais aux 24 heures du Mans. C'est beau, mais les ennuis reviennent dans l'obscurité. Soyayari a un accrochage avec une Dallara. Il a été percuté à l'arrière dans la première chicane de Inaudière et il faut changer plusieurs pièces et l'aileron arrière de la voiture. Encore du temps de perdu pour la 17 qui plonge au classement. 14e à 11 tours, tandis que la 16 est 4e à 5 tours. Les deux autos sont loin, mais elles ont beaucoup de rythme et ça devrait leur permettre de remonter, même si ça sera long. L'équipe ne désespère pas, et si la 17 semble hors course pour la victoire finale, la 16 continue sa remontée. Vers 10h du matin, elle n'est plus qu'à 2 tours de l'Audi de tête, ce qui témoigne du rythme impressionnant de cette C60 et de ses pilotes. 2 à 4 secondes plus rapide que l'Audi R8. Mais à attaquer autant, les risques augmentent. Sébastien Loeb tire même tout droit au terrible virage d'Indianapolis. Heureusement sans conséquences majeures si ce n'est une perte de temps. Mais à 11h28, Soyayari commet une nouvelle erreur dans la première chicane d'une Audière. Il arrive trop vite et escalade les gros vibreurs qui envoient la voiture dans le mur de pneus. Le choc est important mais Soy parvient à repartir. En regagnant les stands, la numéro 17 laisse échapper beaucoup de débris. Une fois dans le garage, les mécaniciens s'affairent mais le triangle de suspension avant droit est cassé. André de Cordance fait signe à l'équipe que c'est terminé. On ferme le rideau de la 17. Il reste un petit peu plus de 4 heures de course et la 16 peut toujours y croire. Toujours à 2 tours de l'Audi numéro 3 de Christensen, Werner Leto. Oui, mais comme on a dit, la chaleur de cette édition est étouffante et c'est cette dernière qui enterrera les espoirs de Pescarolo. Alors qu'il ne reste que quelques heures, le V10 Judd commence à surchauffer. Une alerte qui conduit même la voiture dans le garage pour un bref instant. Lorsqu'elle repart, on demande alors au pilote de ne plus rester pleine charge dans les lignes droites et de ne pas taper trop haut dans les régimes moteurs. Eric, tu nous entends? Je vous reçois. Si jamais tu as les températures dans le rouge, tu tires un peu moins les régimes. L'écart est maintenant stable avec l'Audi et il faudrait un coup du sort pour permettre à Pescarolo de gagner la course. Il n'en est rien. Moins rapide, mais réalisant la course parfaite, la Audi R8 s'impose une 5e et dernière fois aux 24 heures du Mans. À son volant, Tom Christensen prend seul le record de victoire dans la Sarthe avec son 7e succès, dépassant ainsi Jackie X. Deuxième, le trio Bouillon-Comas-Collard échoue à 2 tours dans une édition où ils étaient les plus rapides. Une immense déception pour Pescarolo et le public du Mans. Une course qui démontre une nouvelle fois que pour s'imposer en endurance, il faut à tout prix éviter les embûches. Une qualité qui a ironiquement permis à Henri de gagner 4 fois. Cette année 2005 sera le regret éternel d'Henri Pescarolo. Et ouais, dans cette édition, les planètes étaient alignées pour permettre à cette petite écurie française de décrocher le Graal. Mais des soucis mécaniques sur la 16 et des erreurs de pilotage de Soyayari ont eu raison des espoirs de l'équipe. Ayari est un excellent pilote et la suite de sa carrière le prouve avec beaucoup de succès, notamment en GT. Mais dans cette édition, il a commis des erreurs qui lui ont coûté sa place dans l'écurie de Henri. Une telle occasion ne se présentera pas une seconde fois. En 2006, Pescarolo doit faire face à la toute nouvelle Audi R10 TDI Diesel qui lui sera nettement supérieure,
malgré une nouvelle belle seconde place de l'équipage 17, composé de Sébastien Loeb, Eric Hellary et de Franck Montagny qui a donc remplacé Soy et Yari. Les Français pouvaient exploiter d'éventuelles failles de la fiabilité des nouveaux prototypes allemands, et ce fut le cas. Une des deux Audi abandonne mais pas suffisant pour gagner. Et en 2007, c'est Peugeot qui revient dans la Sarthe avec un prototype diesel également, ce qui scellera définitivement les espoirs de Pescarolo qui prend un 3e et dernier podium au Mans avec son équipe. Le diesel a tout simplement tué les privés et les essences qui se sont donc retrouvés très loin des monstres Audi et Peugeot. Henri Pescarolo gardera un très mauvais souvenir de cette époque. En effet, le Français militait pour des équivalences de puissance qui n'ont jamais eu lieu. Malgré tout, 2005 n'est pas toute noire comme année pour Pescarolo qui décroche le titre en Le Mans Series avec 2 victoires. Pescarolo Sport réitère l'année suivante avec une domination totale sur le championnat. La dernière victoire de cette équipe française emblématique aura lieu en 2009 lors des 1000 km d'Okayama en ALMS. Ce sera la dernière année de Pescarolo Sport. En proie à des soucis financiers, Henri Pescarolo trouve un repreneur en 2009 mais se verra limogé de sa propre équipe qui s'écroulera en 2010. Racheté ensuite par Jacques Nicolet et le Hawk Racing, Pescarolo renaît de ses cendres sous le nom Pescarolo Team. Un baroud d'honneur récompensé de 2 victoires en 2011 en Le Mans Series avec les 6 heures du Castellet et d'Estoril. Ce sursaut d'orgueil sera discret et Pescarolo fait sa dernière apparition dans la Sarthe en 2012. Aujourd'hui, Henri Pescarolo regrette 2 choses, que son équipe soit tombée entre les mains d'un escroc et cet échec des 24 heures du Mans 2005. Et comme un clin d'œil, à l'occasion du Mans Classique 2023, soit 100 ans après la création des 24 heures du Mans, la Pescarolo C60 de 2005 a repris la piste. Une surprise faite par François Perraudot, son propriétaire, et Emmanuel Collard à Henri Pescarolo qui a donc réenfilé sa combinaison et son casque. Mais rapidement, le quadruple vainqueur de l'épreuve va retrouver ses réflexes de patron d'équipe et envoyer son ex-pilote et ami Emmanuel Collard décrocher la victoire. Cela n'effacera jamais la déception de 2005, mais c'est un clin d'œil sympathique et une belle conclusion pour cette Pescarolo C60. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai adoré travailler sur les 24 heures du Mans 2005 et Pescarolo, vraiment j'ai kiffé, donc j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Vous savez quoi faire sur la plateforme, hein. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner également, vérifiez également pour les notifications, apparemment c'est un peu chiant, mais bref. Voilà, vous savez quoi faire. Merci encore une fois à Oli, soyez curieux, hein, il y a les liens en description, mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, à la prochaine. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur la piste, la chaîne secondaire, il y a une interview, une FAQ qu'on a faite un petit peu... Pas rapidement, mais un petit peu à l'arrache, on va pas se mentir, avec Alex le Dormeur du Val, sur Alex le Dormeur du Val, qui vous permettrait donc de mieux connaître ce personnage qui vient spécialement pour les vidéos du Mans et parfois pour autre chose, comme on a vu avec le BTCC, depuis maintenant 4-5 ans. Donc ouais, je pense que c'est pas piqué des hannetons, quoi. Donc vous pouvez aller faire un tour. C'est sur la piste, la chaîne secondaire, toujours. J'essaie d'alimenter comme je peux la piste. Il faut dire qu'à ses débuts, j'avais prévu de plus grandes choses que ce qui se passe réellement. Mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, c'est sur la piste. Je vous invite à aller voir. Et sinon, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo avec le thème des 24 heures du Mans. Des bisous.